Rothschild et Rockefeller pour prendre le contrôle de sociétés qui les intéressaient. Ils ont dit « Nous venons de vivre une autre crise nationale, nous devons élaborer une réforme bancaire ». La naissance du système de réserve fédérale a eu lieu en secret sur l'île Jekyll en Géorgie. Le sénateur Aldrich, qui était le président de la commission monétaire, y était. Je connaissais son fils Winthrop Aldrich, qui était le président de la banque Chase. Le plan Aldrich, comme on l'appelle au début, reçoit une telle opposition de la part des démocrates et des progressistes comme William Jennings Bryan que malgré les pressions intenses des grands financiers, le projet de loi n'est pas adopté. Une fois que le plan Aldrich a été mis de côté, les banquiers ont tout de suite mis en œuvre leur plan B. Comme ils n'avaient pas réussi avec un président républicain, il fallait le faire passer avec un démocrate. En 1912, nous avions un président républicain très populaire du nom de William Howard Taft. Les banquiers avaient besoin de Woodrow Wilson pour faire adopter leur loi. Wilson n'avait pas de charisme, il ne faisait pas le poids contre Taft. Teddy Roosevelt. He was an explosion upon the political scene. Dynamic, outspoken, warm, colorful, exciting, inspiring. And under the surface was a man of ideals. On peut dire que J.P. Morgan avait Theodore Roosevelt dans sa poche. Son bras droit, George Perkins, le vice-président de sa banque de New York, vivait à la Maison-Blanche. C'était son agent de liaison avec le président. Ils ont donc tiré Theodore Roosevelt de sa retraite et il a formé le Parti progressiste, ce qui a scindé le Parti républicain et a permis l'élection de Woodrow Wilson. C'était le seul moyen d'arriver à leur fin. Tout de suite après son élection, le président Wilson a convoqué une session spéciale du Congrès pour abolir le tarif protecteur, qui était l'une des assises de ce pays. Il a ensuite instauré l'impôt fédéral sur le revenu. Puis, pour compléter cette révolution, il y a eu la création de la Réserve fédérale en décembre 1913. La plupart des sénateurs étaient retournés chez eux pour Noël. Dans le milieu législatif, c'est ce qu'on appelle une opération bien huilée. Toute l'affaire s'est passée sans tambour ni trompette. Le président a signé, c'est devenu une loi de notre pays. Un des opposants les plus farouches de la Réserve fédérale était le représentant du Minnesota, Charles Lindbergh. C'était le père de Lucky Lindbergh, le premier homme à traverser l'Atlantique en solitaire. Lindbergh s'est battu comme un tigre et a dit de la loi de la Réserve fédérale que c'était le pire crime législatif jamais commis dans l'histoire des États-Unis. Et il avait peut-être raison. Dès 1916, le président Wilson commence à avoir des remords. Il déclare « La croissance de notre nation et toutes nos activités sont entre les mains de quelques hommes. » Vers la fin de sa vie, Wilson admet qu'il a été trompé et qu'on l'a forcé à signer cette loi. On prétend qu'avant de mourir, il a murmuré « J'ai involontairement ruiné mon gouvernement. » Selon la loi, lorsque des gens se concertent pour voler quelqu'un, c'est une opération criminelle. Ça ne peut pas être autre chose. Peu importe ce qui arrive par la suite, on ne peut pas effacer ces débuts criminels. Voilà ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, un syndicat du crime. C'est comme ça depuis le début. La création de la Réserve fédérale représenterait donc une prise de contrôle des États-Unis par un groupe de financiers internationaux. La Réserve a été créée pour servir les intérêts de quelqu'un, ça ne fait aucun doute. Mais les intérêts de qui? Ce n'étaient pas les intérêts du milieu bancaire américain, mais ceux du milieu bancaire international. Les Morgan avaient des avoirs à l'échelle mondiale. Ils ont d'abord fait fortune en Angleterre et ils se sont associés aux Rothschild et à d'autres personnes. La famille Rothschild est l'une des plus riches que le monde ait connues. Au début des années 1800, ils étaient les banquiers les plus importants d'Europe. À la fin du 19e siècle, ils auraient contrôlé la moitié de la fortune mondiale. Derek Wilson, le biographe des Rothschild, a déclaré que les critiques de cette famille ont raison de s'inquiéter. L'empire des Rothschild est le plus puissant empire financier qui ait existé et il est en mesure de contrôler les gouvernements dans les coulisses.
Le pouvoir économique et le pouvoir politique vont de pair. Mayer Rothschild de la Banque d'Allemagne a déclaré « Donnez-moi le contrôle du système monétaire d'un pays et peu m'importe qui écrit les lois ». Rothschild, en 1820, avait plus de pouvoir que ses successeurs n'en ont jamais eu. Cette déclaration est plutôt absurde. La Réserve fédérale ne contrôle pas la masse monétaire, elle l'influence. Déclarer que la Réserve fédérale ne fait qu'influencer la masse monétaire, c'est comme dire qu'un voleur qui vous menace de son fusil peut seulement vous influencer à lui donner votre argent. Bien sûr, si vous lui donnez votre argent, vous avez la vie sauve, mais vous vous retrouvez sans le sou. Depuis 30 ou 40 ans, les activités de la Réserve fédérale ont un retentissement international parce que le système bancaire est plus global. On ne peut plus réguler la masse monétaire des États-Unis uniquement par les banques fédérales de district. La Réserve fédérale contrôle tout ce qui touche l'argent. L'argent est présent partout et tout le monde en veut. Quand vous donnez à une institution le monopole de l'émission de la monnaie, vous donnez un contrôle total à cette institution. Si vous avez de l'argent, vous pouvez faire passer toutes les lois que vous voulez. Peu importe si c'est Bill Clinton qui est président ou si un tel est sénateur du New Jersey, car vous faites un chèque et vous pouvez changer de sénateur. Une des questions les plus délicates dans ce débat est de déterminer à qui appartient la Réserve fédérale. La Banque de la Réserve fédérale de New York appartient en majorité à 5 banques d'affaires de Londres créées par la Banque d'Angleterre. L'Angleterre, qu'on considère plutôt comme un satellite politique des États-Unis depuis quelques années, serait-elle la puissance qui tire les ficelles de la politique internationale? Peu importe qui possède la Réserve fédérale. Ce qui compte, c'est ceux qui la contrôlent. Le gouvernement a donné aux banques un monopole et maintenant, le département de la justice ne fait rien pour empêcher les fusions bancaires. Un monopole ne peut exister qu'avec l'aide du gouvernement et celui-ci a beaucoup aidé le monopole des banques. Les accusations les plus graves portées aux dirigeants de la Réserve fédérale sont qu'ils seraient responsables de 3 des plus grandes tragédies du XXe siècle. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et la Grande Dépression. La guerre est probablement l'activité qui génère le plus de profit pour un banquier international. Par conséquent, dans l'histoire de l'Europe et de l'Amérique du Nord depuis 300 ans, on voit des banquiers internationaux qui aident les nations belligérantes des 2 côtés de la ligne de front. Ils essayaient de provoquer une guerre en Europe depuis 1885, mais les banques centrales d'Europe avaient déjà ruiné toutes les nations européennes. Le seul argent qui restait était aux États-Unis. Pour y avoir accès, ils devaient imposer une banque centrale au peuple américain. On l'a présenté comme le moyen d'assurer la stabilité économique de l'Amérique. À peine une décennie après la fondation de la Réserve fédérale, qu'est-ce qui arrive? Tout simplement la plus grande dépression de ce siècle. Pendant les 16 mois qui ont précédé le krach de 1929, la Réserve fédérale a augmenté la masse monétaire de 62%. Ce qui est arrivé ressemble beaucoup à ce qu'on vit aujourd'hui. Les gens achetaient, vendaient, garantissaient, empruntaient en pensant que cette abondance n'aurait pas de fin. Puis, au moment du krach, ils ont cessé d'augmenter la masse monétaire et ceux qui avaient mis en garantie leurs actions, leurs obligations, leurs maisons, leurs autos et leurs comptes d'épargne ont tout perdu. Au cours des guerres, ces hommes vendent des armes à l'un des adversaires et prêtent de l'argent à l'autre pour faire des profits. Lorsque les profits commencent à baisser, les financiers comme Jacob Schiff, Max Warburg et JP Morgan savent très bien comment les faire remonter. Vous serez peut-être surpris d'apprendre, et c'est un fait confirmé, que ces gens ont financé Trotsky et Lénine avec des milliards de dollars en or et en prêts pour qu'ils déclenchent la révolution en Russie. Avec l'entrée des États-Unis dans la guerre et le départ de la Russie, le conflit a duré 2 ans de plus. 2 ans de vente d'armes et de prêts sur lesquels faire des profits pendant de nombreuses années. La guerre est une entreprise extrêmement rentable. Après la Première Guerre mondiale, le sénateur Gerald Nye a organisé une commission devant laquelle il a traîné les plus gros financiers et industriels pour examiner les profits qu'ils avaient réalisés au cours de la guerre.